Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler de la place de l'enfant dans le divorce de ses parents et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Maître Dorine Secli-Livrati. Bonjour Maître. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui et d'avoir pris du temps. Donc Maître, vous êtes déjà maman de deux enfants et donc vous exercez depuis maintenant 2019, c'est ça ? Été 2018. 2018, Exactement. voilà, donc été 2018. Donc vous exercez sur Marseille et vous avez prêté serment donc le 6 janvier 2017, juste la veille de votre accouchement. C'est ça, j'ai accouché de mon premier enfant le 8 janvier 2017. Voilà, c'est magique. Et en fait, vous êtes inscrite donc à l'ordre des avocats depuis 2017 et donc nous l'avons dit tout à l'heure, vos locaux se trouvent à la rue Paradis au 132 et vous avez d'autres confrères qui louent vos locaux aussi avec vous. Donc vous avez laissé tomber la casquette de publiciste pour aller là où il y avait plus de demandes, hein, donc le droit pénal, le droit des étrangers, le droit de la famille, préjudice corporel également. Et aujourd'hui, nous allons donc développer un sujet qui nous a été demandé par plusieurs de nos auditeurs parents. Et c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des avocats dans notre émission suite aux demandes de nos auditeurs. Donc nous allons parler aujourd'hui donc du divorce et de la place que l'enfant a dans ce divorce. Alors on sait que malheureusement ce sont les enfants qui subissent le plus les effets, les conséquences des séparations. Beaucoup de souffrance. Et si les parents pensent qu'en divorçant ils agissent pour le bien des enfants, la plupart des décisions prises lors de la convention ne tiennent pas compte de ces derniers malheureusement. Mais penche souvent dans l'intérêt des parents. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, Maître, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, alors je sais qu'il y a plusieurs types de divorces, est-ce que vous pouvez nous expliquer les plusieurs types qui existent ? Tout à fait Vanessa, donc effectivement en France, vous avez plusieurs types de divorces. Vous avez un divorce qui est non judiciaire, qui s'appelle le divorce par consentement mutuel. Donc ce divorce-là, donc il est non judiciaire, les époux prendront chacun leur avocat et on aura un gain de temps considérable puisqu'on ne passera pas devant un magistrat, mais ce sera une convention qui sera notamment entérinée par un notaire et ensuite on fera retranscrire le divorce sur les actes d'état civil des époux. Pour pouvoir faire ce divorce par consentement mutuel, les époux doivent être d'accord sur toutes les conséquences que le divorce peut engendrer. Vous avez ensuite d'autres types de divorces qui sont là pour le coup judiciaires. Vous avez notamment ce qu'on appelle le divorce pour acceptation du principe de la rupture de mariage. Là, les époux vont être OK pour divorcer, mais par contre, ils seront en désaccord sur les conséquences du divorce. Vous avez ensuite en France ce qu'on appelle le divorce pour faute, qui existe toujours, et notamment on va s'orienter vers celui-ci en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage. Et enfin, vous avez le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Là, il y a eu une réforme depuis peu. Avant, les époux, lorsqu'ils s'orientaient vers ce type de divorce, devaient prouver leur rupture ou on va dire la dissolution du lien conjugal depuis 2 ans. Et aujourd'hui, a été ramené à 1 an. Voilà les différents types de divorces effectivement qui existent en France. Sachant que, pour la petite anecdote, il faut savoir que entre 1816 et 1884, alors c'était pas d'hier, mais le divorce en France était interdit. Donc c'est quand même, on a eu une sacrée avancée au niveau du droit. Et pour un titre introductif, ça me semble aussi important de préciser qu'il y a une évolution aujourd'hui dans les mentalités et dans les mœurs. Et on a un concept qui nous vient tout droit des États-Unis, à croire qu'ils sont assez pionniers en la matière, qui s'appelle le divorce party. Donc en fait, ça consiste à célébrer son divorce aussi bien que l'on aurait pu célébrer son mariage. Et en fait, ça va consister à en reprendre les instants clés de la cérémonie du mariage qui vont être repris par les époux en autodérision.
Donc par exemple, ça va être la nana qui va se retrouver avec ses copines, avec la tête de son ancien mari, et elles vont jouer aux fléchettes toute la soirée. Bon, c'est un peu l'idée de vouloir effectivement célébrer aussi bien le divorce que ce qu'on a pu célébrer le mariage, et notamment ça va être également avoir comme conséquence d'essayer un petit peu d'apaiser les différentes relations qu'il pourront y avoir sans découdre avec les époux, pour éviter bien évidemment qu'il y ait le moins de souffrance possible sur la famille, puisqu'effectivement le fait de divorcer est une décision importante et ça va engager un certain nombre de conséquences importantes en termes d'équilibre familial et d'organisation, puisque notamment ça peut avoir pour conséquence le déménagement d'un parent ou des deux. Ça va avoir une incidence sur le choix et le mode de garde des enfants, mais également sur le droit de visite et d'hébergement, avec une répercussion directe sur les enfants, ou encore le versement d'une pension alimentaire, mais je pense qu'on l'abordera un peu plus tard. Donc les enfants dans cette procédure de divorce, on l'a dit tout à l'heure, hein, sont considérés comme des victimes indirectes malheureusement de tout cela. Et cela veut tout simplement dire qu'ils ont leur mot à dire lors d'une procédure de divorce. Et en fait, les décisions portant sur leur bien-être et leur avenir les concernent également. Mais ce n'est pas toujours pris en compte. Ah oui, tout à fait Vanessa. Donc là, effectivement, vous faites référence dans une procédure de divorce à ce que l'on appelle l'audition de l'enfant. Donc l'audition de l'enfant va permettre à l'enfant de donner son opinion sur lui, qu'est-ce qu'il souhaite en termes de résidence, en termes de droit de visite et d'hébergement. Où est-ce qu'il veut aller? Chez maman, chez papa, chez les deux. Sauf que la jurisprudence fixe un âge, ce qu'on appelle l'âge de discernement, pour que cet enfant puisse être amené à donner son opinion. Alors là encore, on n'a pas d'âge arrêté par le législateur. C'est un petit peu au cas par cas, en fonction des différents magistrats, en fonction des différentes villes. Alors on a quand même des jurisprudences qui tendent à s'aligner pour considérer que l'enfant va avoir un âge de discernement à peu près vers l'âge de 8-9 ans. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu des cas pour lesquels on avait sollicité une audition de l'enfant pour des enfants à l'âge de 8 ans. La magistrate avait considéré que celui-ci n'avait pas l'âge de discernement. Donc vraiment, ça va être au cas par cas, c'est apprécié de manière discrétionnaire. Pour pouvoir se faire, le juge va exiger un certain formalisme. Alors c'est soit, c'est un peu hypocrite et un peu idéaliste peut-être, parce que c'est soit l'enfant qui va faire un courrier au magistrat, bon, faut-il encore qu'il sache à quel juge s'adresser, à quelle juridiction, à quelle chambre, qui connaissent le numéro RG, numéro de procédure de ses parents. Bon, c'est clairement utopique. Donc on sait bien évidemment que derrière, ça va être une demande aussi du père ou de la mère. Alors il faut faire attention aussi à ce que l'enfant ne soit pas instrumentalisé, mais généralement cette demande émane, on va dire, du parent, enfin, qui reprend les propos de l'enfant. Cette demande peut intervenir à tout moment de la procédure. Le juge peut l'accepter ou non. Il peut également, dans certains cas, se saisir lui-même et le demander lui-même. Mais comme on l'a dit, il peut aussi la refuser s'il estime que c'est pas nécessaire à la solution du litige ou que ce serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces procédures, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est vraiment ça qui est sacralisé. Ce qui est important pour nous, avocats, dans ce genre de procédure, c'est que bien évidemment cet enfant, si y a une audition qui est actée, qui est acceptée, l'avocat va être l'enfant va être assisté d'un avocat. Donc l'avocat, généralement, soit il va être commis d'office par l'ordre des avocats, l'enfant va avoir un avocat qui sera désigné par l'ordre et payé par l'État, ou alors ils peuvent aussi choisir de désigner un avocat de leur choix. Bon. Lors de cette assistance, qui est extrêmement important de comprendre, c'est que l'avocat va jouer un rôle très important en termes d'aide morale et psychologique pour l'enfant. On reçoit l'enfant à notre cabinet sans la présence des parents et il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire extrêmement attention à ce que l'enfant ne soit pas instrumentalisé et que réellement ça soit sa parole et non pas celle d'un parent. Lors de cette audition, en fait, ça se passe soit devant le magistrat lui-même qui a la procédure des parents de divorce en cours, ou soit ça peut être délégué à un éducateur qui va donc recueillir la parole de l'enfant et cette parole sera retranscrite dans un compte-rendu d'audition. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce compte-rendu d'audition va être diffusé à
tous les protagonistes de la procédure, également aux parents. Et ensuite, le juge qui reçoit ce compte-rendu n'est pas forcément lié par celui-ci. Il va le prendre en considération, mais pour autant, comme vous le disiez tout à l'heure, la parole de l'enfant ne va pas forcément toujours être prise en considération. Alors j'avais entendu que c'était, que les enfants à partir de 12 ans avaient le droit d'être entendus par le juge. Mais en fait, de ce que vous dites, il n'y a pas d'âge réellement. Il n'y a pas vrai. Alors, parce qu'on va fixer en fait que c'est l'âge de discernement. D'accord. Alors après, quand même, moi, dans les différents cas des auditions de l'enfant, quand on est à cet âge-là, à moins que l'enfant ait vraiment un handicap particulier et que ça soit compliqué de recueillir sa parole, les jurisprudences vraiment s'alignent pour considérer que cet enfant pourra être auditionné. C'est vraiment plutôt vers l'âge de 8-9 ans où on peut avoir une difficulté à auditionner un enfant. Alors j'avais relevé cet article 388-1 du Code civil qui précise que dans toutes les juridictions, le concernant, le mineur capable de discernement peut sans préjudice des décisions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge ou lorsqu'on son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet. Vous connaissez probablement cet article, mais c'est pas tout à fait... Ah oui, non, ça, voilà. Vanessa, vous avez entièrement raison. Dans ce que prévoit parfois la loi et oui. les articles des codes et ce qui se passe réellement en pratique, il y a souvent des fossés. Et malheureusement, voilà, après ça reste en tout cas à pour c'est discrétionnaire. Complètement. Tout à fait. Voilà. Je trouve que les droits des enfants sont bafoués, c'est dommage, en fait. C'est compliqué, effectivement. Après, ce qui est important également de prendre en considération, ça va être des paliers au niveau des âges. C'est sûr qu'un magistrat, ne peut pas non plus, on va dire, décider de la même manière s'il a un nourrisson, s'il a un enfant donc de 0 à 4 ans, s'il a un enfant qui va être âgé de 4 ans jusqu'à l'adolescence ou adolescence et plus. Il n'y a pas non plus les mêmes besoins. Et là aussi, ça va avoir des répercussions, notamment sur le droit de visite et d'hébergement. Alors justement, le droit de visite et d'hébergement. Comment ça se passe pour les enfants quand les parents divorcent? Alors, ils sont bien évidemment en première ligne, on va dire le premier concerné, bien évidemment. Alors, ce droit de visite et d'hébergement, donc soit vous avez une résidence de l'enfant ou des enfants qui peuvent être fixés chez l'un des parents. Généralement, c'est le cas le plus fréquemment. Généralement, on le voit aussi dans les différentes décisions, les différentes jurisprudences, au niveau des statistiques. Cet hébergement, principalement, il va être majoritairement accordé à la mère. Et donc, du coup, le papa va avoir ce qu'on appelle un droit de visite et d'hébergement qui va être limité. Donc, ce qu'on fait généralement, le plus souvent, ordinaire, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais bien évidemment, si un papa veut se battre pour avoir plus de droits et que c'est géographiquement possible aussi, parce qu'il faut que les deux domiciles des parents soient relativement proches pour pouvoir mettre en place des droits de visite et hébergement plus rapprochés, ça va être effectivement possible. Vous pouvez avoir également un enfant qui va avoir une résidence non pas fixe chez un des parents avec l'autre, donc un droit de visite et hébergement limité, mais vous pouvez également avoir un enfant qui va se retrouver en alternance. Donc en alternance, ce qui veut dire une semaine par exemple chez la maman, une semaine chez le papa. Donc là réellement dans ce cas-là, l'enfant partagera le quotidien de ses parents à part égale. Mais là encore, quand le magistrat va avoir, on va dire, à se prononcer sur cette question, encore une fois, les paliers des différents âges des enfants rentrent en considération, puisque si on a un nourrisson, on le sait, celui-ci est totalement dépendant de son environnement et il a une importance au niveau de la stabilité de ses repères. Donc, on va considérer que généralement, jusqu'à 4 ans, toute résidence alternée, elle est déconseillée. Il vaut mieux prévoir et privilégier des droits de visite et d'hébergement plutôt courts, de quelques heures et plusieurs fois par semaine, que plutôt de déraciner un enfant qui finalement, quand il va grandir, ça va avoir des répercussions bien plus importantes sur lui. Mais encore, si on est sur un enfant qui va avoir à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à première adolescence, là, on va avoir les premiers repères temporels, spatio-temporels qui vont être acquis. Donc là, on va encore avoir une position différente envers cet enfant. Il va être également ici plus important et conseillé d'établir un planning de garde régulier et stable dans le temps
pour cet enfant-là. Et ensuite, pour l'adolescence, on le sait, c'est caractérisé par un certain nombre de transformations qui peuvent être physiques ou psychiques. Et là, on va essayer de tenir compte de son avis dans la prise de décision, notamment pour le droit de visite et d'hébergement. Et il y a également un autre point qui est important, c'est que si, par exemple, un enfant a été privé par l'un ou l'autre des parents de son autre parent pendant un temps important, qu'il n'a plus eu de lien avec lui, par faute souvent malheureusement d'un des parents qui veut priver l'enfant de celui-ci, ou si c'est un parent qui a eu des difficultés avec la justice, avec des répercussions sur l'enfant, là on va avoir ce qu'on appelle les visites médiatisées. C'est-à-dire qu'en fait le parent va se voir accorder un droit de visite, donc là on ne parle pas d'hébergement, on parle d'un droit de visite, de pouvoir voir son enfant à raison de une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, dans un point rencontre. C'est souvent organisé par des associations où en fait le parent va rencontrer son enfant et il est épaulé par un certain nombre d'éducateurs qui va l'aider dans son rôle pour appréhender au mieux la parentalité. Et après, bien évidemment, si on est dans ce cas-là, les choses ne sont pas fixées pour toujours. Bien évidemment, on a des modifications qui peuvent intervenir au bout d'un certain temps et on peut ressaisir le JAF, le juge aux affaires familiales, pour pouvoir faire évoluer ce droit de visite et d'hébergement. À partir de quel moment l'enfant peut dire la résidence alternée, ça me gonfle, je veux plus y aller, sans qu'il y ait de répercussions finalement sur lui? Eh bien, on va rebasculer, Vanessa, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'audition de l'enfant avec l'âge de discernement. C'est vraiment l'âge de discernement. Alors, la jurisprudence, comme je vous l'ai dit, c'est 8-9 ans, mais c'est encore une fois porté à la discrétion des magistrats. Bien sûr, quand l'enfant est majeur, il n'y a plus de tout ça. Alors oui, non, pas du tout. Quand l'enfant est majeur, on n'en parle même plus. On parle vraiment uniquement là des enfants mineurs qui peuvent être concernés. Donc, comme on a dit, le droit d'hébergement. Mais il y a également d'autres répercussions pour ces enfants qui sont au cœur d'une procédure de divorce, aussi bien donc pour l'autorité parentale, mais également sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'un des parents peut verser. Il y a également des répercussions importantes à ce niveau-là. C'est tellement complexe en fait. C'est très complexe, effectivement. C'est complexe. Donc, un des parents se doit peut-être de verser une pension. Alors oui, donc effectivement, ça va être surtout quand le parent a une... Alors si c'est une garde alternée, généralement on le voit, donc soit si c'est un amiable, il peut y avoir bien évidemment une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui peuvent être fixées. Si c'est du judiciaire, généralement on le voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contribution, à moins que ça soit d'un commun accord que les époux veulent le mettre en place, mais il n'y en a pas. Ça va être vraiment le cas où un enfant va avoir sa résidence fixée chez un des parents, que l'autre va devoir contribuer à son entretien et son éducation. Donc là, généralement, c'est un montant qui va être pris en considération en fonction des ressources, des charges et des dépenses du parent. Et il faut bien faire attention, Vanessa, à ne pas confondre avec une prestation compensatoire. Et là, la prestation compensatoire, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est une aide qui peut être donnée par un parent pour venir compenser une disparité de revenus. Tout à fait. Voilà. Et il faut savoir aussi que si un ex-conjoint ne verse pas de pension, l'autre a la possibilité d'aller déposer une plainte et il y a plusieurs moyens de récupérer une pension qui a été fixée par décision judiciaire, notamment des saisies sur compte bancaire ou des procédures de paiement direct, des saisies sur salaire, des recouvrements par le trésor public ou encore ça peut également être fait à la demande de la CAF. À quel moment le parent s'arrête de payer une pension ? Alors, il peut s'arrêter de son bon vouloir quand il veut, en fait. Soit parce que généralement, ça va être souvent parce qu'il est en conflit immédiat avec la mère ou le père. Et donc, en fait, du jour au lendemain, il arrête. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ceux qui en payent les conséquences les premiers, c'est les enfants. Alors après, il peut y avoir des cas, par contre, plus complexe, si c'est pas forcément pour une petite guéguerre entre conjoints, ça peut être aussi un époux qui va avoir une difficulté dans ses ressources. Par exemple, si du jour au lendemain il se retrouve au chômage, si il a une difficulté financière, mais là, ça s'arrête pas comme ça. Il faut faire une procédure pour demander et pour expliquer au magistrat que si on avait pour un enfant une pension, je sais pas moi, qui était fixée à 170 €, de la faire diminuer à temps parce que du jour au lendemain, la personne avait plus de fonction.
Voilà. L'obligation de payer la pension, c'est jusqu'à la majorité des enfants? Alors, vous avez des décisions non, qui sont au-delà de la majorité. Et en fait, il va falloir que l'enfant, une fois la majorité, puisse justifier, enfin souvent c'est le conjoint qui a la garde de l'enfant, puisse justifier que déjà l'enfant est toujours à son domicile et qu'il n'a pas, soit qu'il poursuit des études, soit qu'il n'a pas d'activité professionnelle. Mais il faut savoir que même si un enfant majeur est en recherche d'emploi active, l'autre parent est tenu de lui verser la contribution à l'entretien et à l'éducation. D'accord. Ben, vous nous avez bien éclairé sur tous ces droits au cours de la procédure de divorce. Et encore une fois, voilà, l'enfant malheureusement ne peut pas, enfin vous nous avez dit ça dépend des magistrats, mais ne peut pas dans tous les cas s'exprimer et exprimer sa volonté aussi. Voilà, bon, on sait que ce sont les enfants malheureusement qui sont les plus perdants dans ces séparations. Après, il y a juste un petit point, Vanessa, que j'aurais voulu préciser. C'est également la place rapidement des grands-parents. Parce que souvent, quand il y a des séparations, on voit la mère ou le père qui ne veut plus que l'autre enfant ait du coup des contacts avec les ascendants de l'autre conjoint. Donc là, il y a un point important à préciser, c'est que l'enfant, il a le droit d'entretenir ses relations personnelles avec ses ascendants. Et encore une fois, seul l'intérêt de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment sacralisé, peut y faire obstacle, notamment s'il y a une inaptitude des grands-parents ou un refus même de l'enfant. Et là, il y a une procédure qui est ouverte pour les grands-parents qui s'estimeraient lésés de ne plus avoir de contact avec l'enfant. Il y a une procédure pour ceci qui est ouverte pour effectivement réussir à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, maître, que vous nous rappeliez, parce que vous exercez aussi au sein du consistoire israélite de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre fonction? Oui, tout à fait. En fait, j'ai une mission, un engagement envers le consistoire. Lorsque le consistoire reçoit des appels de personnes de la communauté qui ont besoin d'un conseil ou même de faire une procédure, il me les envoie. Et moi, vis-à-vis du consistoire, si ces personnes sont éligibles au mécanisme de l'aide juridictionnelle, donc je vais y revenir, je me dois de faire cette procédure à l'aide juridictionnelle. Donc l'aide juridictionnelle, c'est un mécanisme qui permet à des justiciables qui ont des plafonds de ressources qui peuvent leur permettre de bénéficier d'une assistance juridique gratuite. Et nous, avocats, on sera réglés dans nos fonctions par l'État. Ce qu'il faut savoir également et préciser, c'est que les personnes qui me sont envoyées par le consistoire, si c'est pour une prise de rendez-vous, la première consultation également, je me dois de les accueillir au cabinet et ensuite, comme je vous le disais, à voir s'ils sont éligibles pour une procédure. Bien évidemment, je ferai cette mission. Maître, merci beaucoup. Merci infiniment de toutes ces informations. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.